Restez, vous avez promis de rester dans la salle parce que là, on va parler financement. C'est parti. Et je vais maintenant appeler Max Cuvelier qui va prendre en main la séquence financement, qui va débuter par une sorte de fireside chat entre Teranga Capital et IEP parce que des trains et des avions vont se prendre. Nous avons pris un peu de retard. Et ensuite, le débat va se poursuivre par la suite. Mon cher Max, je te passe le micro. Merci beaucoup. J'invite tout le monde du panel à s'installer. Merci beaucoup. On a pris un tout petit peu de retard, un petit peu beaucoup de retard, mais on va faire comme les startups. On va pitcher exactement. On va faire rapidement. Je vais commencer avec Sébastien et Olivier qui doivent partir dans 10 minutes pour prendre un train et un avion respectivement. Peut-être. Peut-être, Olivier, je vois que tu as un micro dans la main déjà. Donc peut-être pour commencer, et ensuite on passera à Isadora et Satoshi, mais en résumé, en 2022, l'Afrique va être a priori le seul continent qui aura fait aussi bien que 2021 en termes de levée de fonds. Pourquoi ? Et en regardant vers 2023, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus en termes de start-up écosystème et de financement ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être là, même si ça va être en version rapide. C'est taf-taf, comme on dit au Sénégal. Alors, très heureux pour 2022. On a remarqué effectivement que l'engouement qui avait démarré en 2021 s'est vraiment confirmé et accéléré. Concernant le Sénégal, qui est un hub de start-up et de tech, et d'ailleurs, je ne peux pas laisser partir mon ami Papa Madou Sarr sans lui remettre sa salutation, évidemment, cher ami, cher frère. Donc, effectivement, il y a des raisons pour lesquelles un pays comme le Sénégal avait réussi à avancer. Et effectivement, je crois que vraiment les raisons sont simples, c'est qu'on partait de tellement loin. Voilà, on partait de tellement loin, il y avait un tel décalage avec d'autres contrées, d'Afrique de l'Est notamment, Afrique du Sud, les Big Four. Et donc voilà, donc on a pu laisser la part belle. Donc il y a une demande, il y a un effet d'entraînement sur la qualité et le nombre de startups. Face à quoi, il y avait beaucoup de fonds qui avaient levé des fonds panafricains dont certains sont représentés ici, et d'autres qui effectivement ont levé des fonds. Et le modèle du financement, c'est qu'on lève des fonds et puis on a une sorte de trésor de guerre. Et puis il faut, dans notre jargon, le déployer. C'est-à-dire trouver les bonnes cibles, les entreprises qui correspondent à ce qu'on recherche et les financer. Mais une fois qu'on a fait ça, ça crée un effet de latence. Donc évidemment, 2022 s'est placé sous ce signe-là, partant évidemment des constats basiques et essentiels qui sont que le digital peut transformer évidemment énormément de choses, disrupter, leapfrog, on peut utiliser tous ces mots-là, et on les a vus dans l'agri-tech, health-tech, tech, fintech, etc., au Sénégal et au-delà. Alors 2023, qu'est-ce qui nous motive ? C'est cette continuation, cette continuité. Je vois que Samba est d'ailleurs présent, Sambalo, le fondateur de Socium Job. C'est qu'il y a de plus en plus d'innovation. Je pense qu'on a un niveau de perfectionnement, et notamment quand on pense d'innovation, on dit souvent innovation d'abord d'usage, innovation de service, etc. Mais là, innovation tech, et notamment en matière de machine learning, en matière de développement algorithmique. On a ça, nous, avec des entreprises comme l'Africa Mobile, comme Socium Job, comme Africa Mart, etc. Donc on voit ça au travers de différents sous-secteurs, toujours tech-enabled ou tech-supported. Et donc ça nous enthousiasme parce que c'est porteur d'innovation, porteur de résilience et porteur d'impact. Un point quand même d'attention, le cycle est en train de changer, forcément. Et donc ici, avec tous les éléments de cascade, nous, on est très early stage. Donc on pense qu'on va encore être un peu protégé pendant un certain temps. Tant mieux pour nous, tant mieux pour les promoteurs. Mais quand même, les levées, série B et C deviennent plus difficiles. Les séries A prennent un peu plus de temps. Et donc nous conseillons à tous nos entreprises partenaires, à tous les fondateurs, de quand même s'accrocher, de faire attention, la gestion du cash, le burn rate, le runway, etc. Et la préparation, effectivement, des levées suivantes. Mais the best is yet to come. Merci beaucoup. Même question pour toi, Sébastien. Oui, ça marche. Je vais peut-être poursuivre sur ce que vient de dire Olivier. C'est que je pense effectivement que il y a un effet de latence qui fait que la dynamique en Afrique se poursuit, mais les raisons qui font que le secteur tech dans le monde va être moins bien financé sont quand même extrêmement puissantes et elles vont avoir un impact sur le continent africain.
Du coup, effectivement, je pense que c'est important dans les stratégies de levée de fonds et dans les stratégies de croissance de prendre en compte cette réalité. Et là, j'aurais tendance à penser que les startups africaines, en particulier de pays où les écosystèmes sont encore un peu faibles, partent quelque part avec un avantage, puisque beaucoup de startups africaines ont besoin de trouver des modèles économiques rapides, historiquement, parce que tout simplement les levées n'étaient pas si évidentes que ça, et les modèles où on pouvait lever de l'argent facilement jusqu'à ce qu'on trouve son business model, c'est pas un modèle africain. Et là-dessus, je pense que c'est une force des startups africaines, et il faut persévérer là-dedans. Je pense que c'est important en ce moment de pouvoir essayer de profiter encore une fois du trésor de guerre dont parlait Olivier, et donc faire des levées aussi fortes que possible, ne pas viser des runways qui sont trop courtes, parce que je pense que les startups qui seront bien financées, en revanche, auront des opportunités, soit de développement, voire de consolidation. Nous, on l'a vu dans notre portefeuille, certaines startups ont eu du mal à faire leur série B, leur série C, et se sont retrouvées dans des situations où ils ont dû être consolidés, pas forcément par des startups qui étaient, elles, beaucoup plus opérationnellement fortes, mais qui étaient mieux financées. Donc l'importance de la levée de fonds est importante. Et du coup, c'est peut-être pas le moment d'être le plus picky sur les questions de valorisation et essayer d'avoir des levées qui vont permettre de tenir une période qui risque d'être un peu difficile après. Je vais caler une dernière question parce qu'il nous reste 2 minutes pour vous deux. Dans ce contexte où les choses changent, est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous changez les outils que vous utilisez ou pas ? Est-ce que vous faites par exemple plus de dettes si vous n'en faisiez pas avant ? Est-ce que vous recalibrez ou a priori la boîte à outils que vous utilisez depuis les quelques dernières années elle évolue pas forcément. Je dirais un peu comme Olivier, je pense que nous, on n'est pas des purs investisseurs tech. On est des investisseurs qui font à la fois de la tech, mais aussi du brick and mortar. Du coup, le business model, pour nous, il est peut-être, on est assez sensible. Et je dirais qu'on renforce encore plus aujourd'hui la sélection de startups qui ont une capacité d'atteindre un break-even relativement rapide. D'accord. Ça, c'est le premier point. Et puis, par ailleurs, on développe des outils de seed avec l'appui notamment de l'AFD à travers le programme IEP Accélération Technologie et il y a le programme Fusée aussi de Digital Africa. Je laisserai Isadora en parler. Et de ton côté, Olivier ? Alors, la palette d'outils, effectivement, elle est assez large. La boîte à outils, on l'a toujours utilisée. Je crois quand même qu'on va aller vers des choses qui sont un peu plus... Un des éléments qui nous a frappé, qui moi m'a frappé sur probablement les 12 derniers mois, c'est qu'on avait une tendance, effectivement, à les promoteurs lever des fonds très rapidement. Les temps de due diligence étaient très courts. Et on utilisait des outils où on essayait de ne pas pricer le deal. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'on allait utiliser des méthodes où la valorisation, c'est difficile de se mettre d'accord, et donc on allait reporter ça dans le futur. Donc, que ce soit des BSA, que ce soit des convertible notes, etc., toujours ça. Bon, ça, c'est évidemment le témoignage d'un marché heated, comme on dit en anglais. Là, je crois qu'on va revenir sur des choses qui sont plutôt regarder les fondamentaux. Sébastien l'a déjà dit. Alors nous, c'est dans notre ADN de regarder ça, de se dire quel est le chemin vers la rentabilité. Il ne faut pas être rentable au moment où vous venez nous voir, mais il faut un chemin. Donc la question sur la visibilité sur le business model, les unit economics. Et on va plutôt pousser actuellement les fondateurs, les founders, à aller vers quelque chose qui soit certes la croissance, mais une croissance maîtrisée, qui ne va pas être la conquête de part de marché à tout prix. Ça, je crois que ce jeu-là, il est freiné, et peut-être que les outils financiers qui vont s'adosser à ça
vont effectivement vont s'adapter à cette nouvelle, on va dire, donne ou réalité. Effectivement, avoir 12 mois ou 18 mois de cash va être très important. Par contre, ce qui va continuer, je pense, et ça c'est plutôt très favorable, c'est qu'on va continuer à poursuivre sous cette tendance de co-investissement. Certainement dans le vert et le stage, le pre-seed, etc. Moi, ça m'a marqué. C'est Samba pourra en parler pour lui-même et d'autres dans la salle, évidemment aussi, et bien sûr les intervenants. On a, dans la tech, on n'a pas fait un deal seul depuis 12-18 mois. Au contraire, on était parfois 2, 3, 4, 5. Et ça, je crois que justement, ça mutualise les connaissances, les compétences, les efforts, mais aussi ça participe à dérisquer dans un temps où effectivement la visibilité est peut-être un peu plus faible pour les fondateurs et pour nous-mêmes. Merci beaucoup, merci pour votre contribution. On va vous laisser partir prendre votre avion et votre train respectivement. Et on va continuer avec... Merci. Ce qu'on entend quand même, c'est que pour les business qui ont vraiment un business model, qui ont non seulement une vision, mais aussi une manière de devenir cash flow positive, un plan qui est clair, il y a toujours du financement qui existe. Je pense que ça va être plus compliqué par contre pour ceux qui pensaient lever des millions avec juste quelques slides. Isadora, Sébastien parlait de Fusée. Qu'est-ce que c'est Fusée ? Alors, Fusée, c'est un dispositif qu'on a lancé chez Digital Africa en septembre, qui pour le moment se concentre sur l'Afrique francophone, en fait, dans une logique un peu de rééquilibrer les opportunités, on va dire, de financement sur le continent. L'intuition de Fusée, donc nous, chez Digital Africa, on travaille vraiment sur le segment d'ultra-amorçage pour des startups tech qui développent des innovations au service de l'économie réelle. Donc on est vraiment sur ce segment-là de l'ultra-amorçage. Le constat, c'est que bien souvent, le ticket de départ, c'est-à-dire j'ai mon idée, j'ai développé une techno, j'ai une intuition, ou en tout cas, j'ai développé déjà quelque chose. Love money, c'est bien, mais avoir un coup de pouce un peu de financement de type BSA ou SAFE, c'est mieux. Et ce que disait, j'abonde complètement dans le sens de ce que disait tout à l'heure Olivier et Sébastien, c'est que ce qui est certain, c'est que on privilégie des approches de co-investissement. Et donc Fusée, c'est un dispositif qui, à travers une plateforme, donc c'est très rapide, les startups peuvent postuler sur le site en direct. Donc c'est une interface en fait qui va vous dire rapidement votre éligibilité ou pas au dispositif. L'idée aussi, c'est de dire que la start-up doit être accompagnée par un venture builder, donc un incubateur, un start-up studio. On a signé des partenariats sur le continent. Le dernier, c'est ASK Venture et beaucoup d'autres. On est très content en fait de travailler comme ça parce que un des enjeux aussi de la période dans laquelle on rentre, c'est clairement que les start-up, elles doivent faire partie d'un écosystème. En fait, c'est pas juste du financement, c'est beaucoup plus que ça. Et on le voit avec le SIBC, la création d'une communauté de pairs de confiance. On peut aller chercher l'expertise, etc. Donc, c'est pas que le financement, c'est aussi la compétence, la famille, on va dire, d'une certaine façon. Et donc, Fusée, c'est ça. C'est ouvert à toutes les start-up d'Afrique francophone qui peuvent postuler sur le site. C'est des tickets de 20, 30 ou 50 000 euros sous forme de SAFE, donc c'est de l'investissement. Et l'idée, c'est de dire, en fait, on donne le coup de pouce de départ, ensuite on prévoit l'accompagnement, donc on est vraiment sur un financement, on travaille sur des 100-day plans, et il y a avec des vrais KPI à atteindre, et il y a aussi cet accompagnement dans la structuration de la start-up, dans l'idée de dire à quoi sert cet argent, puisqu'ensuite l'idée, c'est on va lancer en 2023 un co-investment fund, donc pour le segment suivant, avec cette logique de co-investissement dont parlait Olivier tout à l'heure. Donc je m'inscris complètement dans cette dynamique-là. Et ensuite raccrocher avec le VC plus classique et d'autres investisseurs qui sont en recherche de start-up à financer, mais qui arrivent après, en fait. Donc, en fait, nous, notre constat sur le terrain, c'est clairement que, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Fusée, c'est que quand on est dans de l'ultra-amorçage, il y a le financement, c'est important, mais la communauté et l'accompagnement aussi dans le product market fit, dans le fait d'avoir une proposition de valeur claire, c'est tout aussi important, en fait. Non, tout à fait. Et c'est bien de voir le positionnement et le besoin d'un acteur local pour faire la partie d'accompagnement qu'on ne peut pas faire à distance et qui est vraiment souvent très spécifique à un marché en termes de compréhension du client, mais aussi comment remplir des fiches de paye, ce genre de choses, à tout ce besoin qui est vraiment, vraiment très terrain. Satoshi, I'm gonna move over to you.
Satoshi, maintenant je vais m'adresser à vous. Nous parlions de partenariats et votre fonds le plus récent porte sur les partenariats. Et juste pour vous expliquer le contexte, est-ce que donc vous vous concentrez plus sur le seed et le pre-seed, donc l'amorçage et le pré-amorçage. Pourquoi est-ce que vous avez changé de dynamique et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le bon endroit en ce moment où on peut s'implanter? En effet, j'ai monté un fonds d'investissement en 2018 et pendant les 3 dernières années, nous avons vu de plus en plus de fonds de capital risque et en même temps, jusqu'à l'année dernière, nous avons également constaté les investisseurs les plus importants. Et donc, nous avons constaté que A et B et BC sont en effet des goulots d'étranglement. Et donc, c'est dommage de voir des startups qui luttent et qui ont du mal à lever des fonds alors qu'ils ont une bonne idée. Il faut parfois soutenir et accompagner des startups qui ont une très bonne idée, mais ils n'arrivent pas à la monétiser correctement. Afin d'y arriver, nous, notre force en tant que fonds de capital risque, nous avons créé des partenariats stratégiques avec des partenaires en Chine et ailleurs, afin que ces startups réussissent dans leurs projets et ce que nous faisions auparavant n'était pas suffisant. Maintenant, nous pouvons accompagner des partenariats que nous avons avec un soutien très direct. J'ai passé 7 ans au Nigeria et je comprends très bien le marché local. J'ai un très bon parcours opérationnel, mais nous ne pouvons pas accompagner une start-up qui ne comprend pas la situation avec les régulateurs. Donc, afin d'améliorer cette situation, nous avons repensé à comment nous pouvons accompagner ces startups dans un contexte capital risque. Donc, c'est pour cela que nous avons noué des partenariats avec notre nouveau partenaire au Nigeria qui s'appelle VC Capital. Maintenant, nous pouvons proposer des accompagnements variés. Cela consiste en financement opérationnel, juridique, impact, capital risque. Nous pouvons étendre nos ressources internationales ainsi que notre accompagnement pour aider ces startups. Nous avons toute une gamme de services que nous pouvons proposer donc pour le A à B et pour le B à C. Merci beaucoup. Vraiment un bon indicateur de la maturité de l'écosystème et en particulier du fundraising en Afrique où tous les acteurs se rendent compte que personne ne peut faire l'ensemble de la chaîne tout seul. C'est devenu trop et il y a besoin de ces partenariats entre, ça peut être des DFI qui viennent de l'étranger, ça peut être des investisseurs institutionnels, ça peut être de l'argent africain ou de l'argent qui vient du dehors du continent, les incubateurs, les accélérateurs. Tout le monde a vraiment besoin de travailler ensemble parce que le volume est là et le besoin d'accompagnement est là aussi. Je vais me tourner vers Samba. Je suis très content que tu sois là. Je pense qu'on ne peut pas faire un panel sur l'investissement sans avoir une start-up qui le vit et qui peut un petit peu vérifier, fact-checker ce qui est dit par les investisseurs et ceux qui accompagnent l'écosystème. Peut-être si tu peux partager avec la salle ton expérience sur les 12-18 mois d'une levée. Est-ce que tu as vu les choses changer? Est-ce que ce dont on vient de parler résonne ou pas du tout? Merci beaucoup Max pour la question. Donc, moi je suis Samba, fondateur de la startup Socium. Du coup, nous on va avoir un retour sur 2 aspects. Dans un premier temps, en tant que startup, ayant levé des fonds, donc on a été confronté à la plupart des sujets qui ont été abordés, mais aussi on est sur la thématique du recrutement. Et dans la ruée vers l'or qu'est cette aventure entrepreneuriale, la pire, ça reste quand même les ressources humaines. Donc, c'est un bon indicateur pour voir à quoi ressemble le marché actuellement. Donc, sur la première partie, pour faire juste l'historique, on a lancé Socium en septembre 2021 en s'attaquant à une thématique qui nous était chère, c'est celle du recrutement.
Et à partir de novembre, on a commencé à monétiser notre solution. Et dès le mois de février, on est parti lever des fonds. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était dans un écosystème qui était propice à cette période-là pour lever des fonds. Premièrement, parce qu'étant basé au Sénégal, on avait un écosystème d'entreprises tech qui était déjà présente. Donc pour une start-up qui fait du SaaS, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet naturellement d'avoir ses premiers clients et donc d'avoir ses premières lignes de revenus. Donc naturellement, on a commencé à travailler avec des startups comme PAPS, pour ceux qui connaissent au Sénégal, ou InTouch par exemple. Et dans la seconde partie, une fois que cette partie business a été validée, qu'on a commencé à commercialiser notre produit, on s'est rendu aussi compte qu'on bénéficiait aussi de l'impact d'un écosystème qui était assez intéressant. Là, il y avait de plus en plus de startups qui avaient fait des levées de fonds au Sénégal. Donc, les investisseurs commençaient à savoir où se trouve le Sénégal sur la carte. Et honnêtement, c'était déjà pas mal. Donc ça, c'est le premier point. Et aussi, on a senti de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressaient à la géographie. Moi, pour l'avoir vécu, il y a certains investisseurs qui ont actuellement investi chez Socium, à qui on avait parlé 6-7 mois auparavant, qui nous expliquaient qu'ils n'investissaient pas en Afrique. Donc, on a eu de plus en plus d'investisseurs étrangers qui étaient intéressés dans la géographie. Et en parallèle, on a aussi des fonds locaux qui peuvent être aussi partie à ce type de tour. L'exemple de Teranga avec Olivier, qui est aujourd'hui investisseur de Socium. Satoshi, on a aussi eu l'occasion d'échanger pendant ce tour-là. Donc, en même temps, il y avait des fonds locaux capables d'investir sur ce type de tour. Et en même temps, il y avait des fonds étrangers qui étaient de plus en plus intéressés par l'Afrique. Donc, naturellement, ça nous a permis, après 5 mois après avoir lancé nos activités, de pouvoir clôturer un levée en précis d'1 million d'euros. Et ça, je pense que c'était dû aussi, au-delà de ce qu'on fait, au fait qu'il y avait un écosystème qui était de plus en plus mature et que les investisseurs commençaient de plus en plus à regarder les types d'entreprises, même au niveau précis. Et aujourd'hui, nous, on se rend compte encore de plus en plus de cet effet-là parce que, étant sur le recrutement, on a une bonne partie de nos clients qui sont des startups. Donc, on va accompagner dans le recrutement partout en Afrique. Et il y a cette ambition-là qui grossit, où aujourd'hui, on va avoir une boîte comme Diamond qui sera présente au Sénégal, Jolaya qui attend ses activités, etc. Donc, on ressent en tout cas cet écosystème-là qui grossit de plus en plus vite. Et nous, on a un feedback assez positif dessus, bien que je pense qu'il y a naturellement un ralentissement qui a un effet global, systémique. Mais en tant qu'entrepreneur, start-upper, j'ai l'impression qu'il y a un vrai boom et il y a de vraies opportunités aujourd'hui en Afrique. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un point très important que tu soulèves. Une année dans la vie d'une start-up, c'est une éternité. Il ne faut pas oublier que dans la vie d'un investisseur, ça peut aussi être une éternité. Ce n'est pas parce que vous parlez à un investisseur aujourd'hui qui vous dit « Ah non, ça ne nous intéresse pas trop », qu'il ne faut pas y retourner dans 6 mois, surtout si la situation a changé, pour vérifier que sa thèse d'investissement n'a pas changé, que son appétit du risque n'a pas changé pour présenter l'évolution de votre start-up. Parce qu'un investisseur qui dit non aujourd'hui, ce n'est pas forcément un investisseur qui va dire non dans 6 mois ou dans 1 an. Il ne faut pas y aller toutes les semaines, mais il ne faut pas hésiter à y aller régulièrement. Je garde un œil sur mon téléphone, il nous reste à peu près 2 minutes, donc je vais passer sur ma dernière question. Isadora, au vu de ce que tu as vu en 2021-2022, tu dirais que pour 2023, tu es plutôt très optimiste, pessimiste, très pessimiste? Alors ça, c'est une question très difficile. Moi, par nature, je suis optimiste et je me dis que nous, on est convaincus que le modèle de tech qui s'invente sur le continent, il est super intéressant et qui peut inspirer vraiment... finalement, le ralentissement qu'on voit, etc., il va aussi vers un modèle de cash burn où on investissait sur des startups où il y avait beaucoup de tech pour la tech et où finalement... donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je suis plutôt optimiste. Je suis optimiste parce que je vois que dans beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée, je vois beaucoup d'émergence de Startup Act. Donc, je vois des évolutions qui sont systémiques, qui sont écosystémiques, avec une prise de conscience que le numérique est une opportunité pour le continent et qu'il va falloir s'organiser et qu'il ne faut pas rater le coche. Et on voit bien le Sénégal quand même. Le Sénégal qui a été... qui est pionnier quand même avec la Tunisie, avec des écosystèmes comme ça, où ça a créé beaucoup de valeurs et puis de changements aussi dans la façon de faire de l'entrepreneuriat. Donc j'ai envie de dire que je suis optimiste. Et en plus, j'ajoute à
à ça le fait que quelque chose que je vois beaucoup plus et qui me réjouit, et je vais prendre l'exemple d'une start-up DataBiz sénégalaise, donc, qui est avec que des data geeks, qui développe aujourd'hui son marché en France et qui cartonne en Europe et qui part là en Europe du Nord, qui a des marchés en Espagne, etc. Donc, c'est pas seulement le continent, quoi. C'est aussi des modèles et des start-up et des solutions qui viennent d'Afrique et qui saisissent des opportunités de marché ailleurs parce qu'ils arrivent avec des modèles qui sont très tech, mais avec un usage hyper simplifié. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'en fait, c'est très tech, donc c'est très structuré, il y a vraiment derrière de la tech, mais dans l'usage qu'on propose en fait à l'utilisateur final, c'est hyper user-friendly, et ça, moi, j'y crois beaucoup. Voilà. Ouais. Et je pense aussi, dans notre conversation avant le panel, tu parlais de B2B aussi, je pense qu'il y a énormément de solutions B2B créées en Afrique, qui sont créées avec des très beaux modèles, certaines d'ailleurs même sur des choses comme de l'AI ou du deep tech, Go Intelligence, 85 millions de dollars au Kenya, InstaDeep, 150 millions de dollars, ou 100 millions de dollars, pardon, c'est déjà pas mal, en Tunisie qui rivalisent avec des boîtes internationales. Satoshi, turning to you, I mean, you just raised 40. Vous venez de lever 44 millions de dollars pour investir en Afrique, donc je présume que vous êtes optimiste pour l'année 2023. En effet, nous sommes optimistes, mais je pense que cela devient de plus en plus difficile pour les startups et pour les fonds de capital risque. Même les startups qui ont du mal à poursuivre leurs activités ne doivent pas baisser les bras. Parfois, un fondateur est très fort en termes d'exécution, mais pas forcément en termes de levée de fonds. Donc, il faut se consolider avec d'autres partenaires, d'autres fondateurs éventuellement pour essayer de compléter ses compétences. Je pense que la levée de fonds en Afrique a été fortement impactée par de nombreuses choses. Parfois, on peut avoir des startups qui ont du mal à lever des fonds, qui sont très bien valorisés, et parfois, inversement, une startup peut être peut être pas très bien valorisé, mais arrive à lever des fonds très facilement. Donc, ces deux modèles peuvent se compléter. Et nous voyons de plus en plus de bons résultats de la part des startups. Donc, la consolidation n'est pas forcément juste les plus fortes qui rachètent les plus faibles. Je commence à penser qu'en fait, c'est les plus fortes qui fournissent, qui donnent de plus en plus d'accompagnement aux startups plus petites dans tous les marchés. Donc, pour moi, cette consolidation va donner un meilleur futur, non seulement pour les startups, mais également pour les investisseurs. Nous voyons plus de consolidation. Et donc, cela mène à un plan de stratégie de sortie plus facile aussi, non seulement au Sénégal, au Nigeria également, en Égypte. Et comme ça, ce modèle devient de plus en plus réplicable et d'autres sociétés peuvent racheter ces startups plus facilement. Ce sera donc un très bon modèle pour l'avenir. C'est une bonne indication. Et juste pour revenir aux investissements qui ont été fortement impactés, au Nigeria, la FinTech a été en quelque sorte comprise sur quelques marchés. Et moi, je commence à voir que nos sociétés, les sociétés de notre portefeuille ont du mal à lever des fonds dans certains secteurs, alors que d'autres, c'est le contraire en fait. Cela veut dire que maintenant, l'argent donné par les investisseurs peut être utilisé et pas perdu. Ce n'est pas donc une question de baisser les bras. En fait, c'est plutôt une question d'explorer d'autres marchés, tels qu'au Soudan
pour moi, c'est une bonne manière de diriger les investissements sur d'autres opportunités. Pour moi, ça, c'est mes prévisions pour 2023. Raise or die. Il y a des situations au milieu. La consolidation peut être, dans certains cas, une bonne manière de progresser. Et le deuxième point de Satoshi, le fait que peut-être en 2023, il n'y aura pas 10 tickets de 100 millions sur des fintechs sur 3 pays, ça veut dire que l'argent va peut-être aller ailleurs. Et on voit de toute façon une part du non-fintech grossir en termes de nombre de deals, mais aussi en termes d'argent levé, et aussi petit à petit une part en dehors du Nigeria, du Kenya, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte qui continue à progresser. Des opportunités. On a une start-up au Cameroun cette semaine qui a levé 14 millions de dollars, il me semble. C'est des choses dont en 2021 ou en 2020, on n'entendait pas parler du tout, et c'est probablement une conséquence de la situation actuelle. Je me tourne vers toi, Samba, pour ton avis sur 2023. Optimiste, pessimiste, quelque part au milieu? Non, naturellement très, très optimiste par rapport à 2023 parce que je pense que globalement, comme vous l'avez dit, il y a du cash côté investisseur, il y a de belles startups qui naissent, qui grandissent, donc il y aura potentiellement des opportunités. Et en plus, au-delà de ça, moi, ma conviction profonde, c'est qu'en Afrique, on va avoir des startups qui sont beaucoup plus résilientes économiquement. Comme l'a dit en introduction Olivier, historiquement, il n'y avait pas de possibilité de fundraising, donc les gens se débrouillaient sans. Et en plus de ça, quand on regarde, par exemple, nous, on est dans le SaaS B2B, on vend des abonnements dans le B2B. On se rend compte qu'en termes de pricing, on va avoir des pricing qui vont être très proches de ce qu'ils font faire en Occident. Mais en termes de coûts opérationnels, on a des coûts opérationnels qui sont moindres parce qu'on est dans des zones où, typiquement, en termes de staff, en termes d'opération, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on va avoir en Europe. Donc, naturellement, ça permet aussi de construire des business plus résilients, de pouvoir ponctuellement rallonger son runway si nécessaire, en même temps de pouvoir aussi, si nécessaire toujours, aller chercher la profitabilité beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut faire dans des marchés un peu plus, on va dire, occidentaux comme l'Europe ou l'Amérique. Donc, très optimiste par rapport à ça parce qu'il y a de plus en plus de cash d'investissement dans la région et de plus en plus de ça, on a des modèles qui intrinsèquement sont beaucoup plus résilients que ce pouvoir ailleurs. Oui, tout à fait d'accord. Et pour information, finissez toujours avec l'entrepreneur quand vous demandez aux gens s'ils sont optimistes ou pessimistes, parce que vous êtes des optimistes chroniques, ce qui est très très bien. Ici, je vois qu'on m'a donné quelques minutes de plus, mais je pense qu'on avait un horaire à 19h15. Je pense qu'on a une bonne moyenne optimiste, très optimiste, parce que je le suis aussi ici. Merci beaucoup pour vos contributions. Je pense que c'était une bonne manière de rappeler rapidement qu'il y avait toujours énormément de capital à déployer en Afrique, qu'il y avait énormément d'investisseurs, mais aussi des acteurs connexes au monde de l'investissement qui étaient là pour accompagner de l'idéation, pour accompagner de la croissance, pour aider à structurer des deals qui ne sont pas forcément du VC classique, qui peuvent être de la consolidation, par exemple, qui peuvent aussi être de la dette. Et que de manière générale, je pense que si l'idée business est bonne, si le business plan se tient, et en particulier, je pense que si vous êtes capable de résoudre un vrai problème, ce qui je pense c'est 95% du cas des startups en Afrique, enfin, toutes celles qu'on a entendues aujourd'hui, sont vraiment en train de résoudre un vrai problème. Les opportunités de croissance et de financement seront peut-être un petit peu différentes, viendront peut-être d'acteurs un tout petit peu différents, mais selon moi, elles seront toujours là. Merci beaucoup, Samba. Merci beaucoup, Isadora, qui voulait rajouter quelque chose. Non, je voulais te dire merci. Et merci à tous d'être là. Merci beaucoup et merci à Samir, à toute l'équipe d'Emerging Valley et à tous les sponsors de l'événement. Bonne fin d'événement à tous. Merci. Merci. Merci, Max. Merci et un grand applaudissement à Max Cuvelier pour sa modération.